Donc voilà, Yann Maël Douarin qui se joint à nous. Donc Bonjour. enchanté. Donc je vous rappelle que SIC est une association de patients. Donc nous faisons ce webinaire à destination des patients. On a choisi un format un peu nouveau aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va faire une séance de questions-réponses, on va discuter entre nous, de façon à ce que les gens appréhendent le mieux possible la télésurveillance, ce qu'est la télésurveillance, les enjeux de la télésurveillance, comment ils peuvent en profiter plus tard et ce que ça peut leur apporter. Parce que c'est important pour les patients de connaître la maladie et les traitements qui vont avec. Donc, la première question que je vous poserai, pour vous d'abord, professeur Damy, c'est qu'est-ce que la télésurveillance? Comment on peut la définir aujourd'hui? Alors, j'ai prévu quelques diapositives. Je ne sais pas si je peux vous les présenter, mais pour resituer Oui, peut-être la normalement, il n'y a pas de télésurveillance, problème. voilà, dans le cadre de l'insuffisance cardiaque. À ce moment-là, j'en ai pas trop mis, je vous rassure, pour qu'on ait vraiment le temps de discussion, mais c'est juste pour préciser peut-être un petit peu les choses. Donc, c'est juste pour resituer rapidement des choses. Voilà, il y a à peu près 1,5 million de patients en cardiaque en France, hein. Ça génère beaucoup d'hospitalisations, 165 000 hospitalisations, dont un grand nombre sont des hospitalisations pour décompensation cardiaque, ce qui fait à peu près 1 750 000 journées d'hospitalisation qui, bien sûr, a un coût pour les patients, hein, qui se retrouvent hospitalisés avec une moyenne quasiment de 10 à 11 jours d'hospitalisation pour ces décompensations cardiaques. Ça a un coût en termes de qualité de vie, évidemment, parce qu'on est mieux chez soi qu'à l'hôpital. Un coût sur la dénutrition et un coût également, bien sûr, sur l'évolution, en fait, de la maladie à chaque décompensation cardiaque. Donc, le problème pour, nous, les hôpitaux, c'est que le nombre de patients en insuffisance cardiaque, quoi qu'on fasse, augmente, hein, du fait du vieillissement de la population et du fait qu'on traite de mieux en mieux les patients du point de vue cardiologique, donc ils vivent plus longtemps jusqu'au point de développer de l'insuffisance cardiaque. Alors cette hospitalisation, ça consiste en quoi? Ça consiste à le cœur étant défaillant va impliquer donc une rétention d'eau et de sel et le patient va se mettre à gonfler et les patients, comme vous le savez, peuvent, atteindre, 5 à 10 kg d'œdème et lorsqu'ils n'ont malheureusement pas été dépistés suffisamment tôt et donc notre hospitalisation va consister à leur mettre un cathéter pour perfuser un traitement diurétique par voie veineuse, traitement diurétique qui va les faire uriner jusqu'à ce qu'ils aient retrouvé et recouvert un poids normal. Alors, à chaque décompensation cardiaque, ce que j'explique à mes patients, c'est qu'on descend quand même une marche. On ne sait pas combien il y a de marches exactement. Vous imaginez ce qui est arrivé quand vous êtes au palier, mais chaque décompensation cardiaque dégrade bien sûr le pronostic du patient et c'est une perte pour la qualité de vie. Donc, vous voyez ce traitement veineux. Et donc, le retour à domicile de ces patients est un enjeu majeur pour éviter qu'ils reviennent, puisque 25% des patients vont être hospitalisés dans les 3 mois, 45% en un an. Le fait d'avoir été hospitalisé une fois, on est à risque d'être réhospitalisé. Donc, on sait qu'il faut majorer les traitements pour le cœur. Donc, ça, c'est des recommandations. Évidemment, il y a beaucoup de choses, vous voyez, que le cardiologue a en main, hein, avec son équipe pour essayer d'optimiser les choses. Il y a des médicaments, il y a des pacemakers, il y a des assistances, il y a, pour les cas, certains cas de la transplantation, mais il y a beaucoup de choses à faire. Alors le problème que l'on a, c'est qu'on est face à un grand nombre de patients, que le parcours de soins est complexe. Il reposait dans le parcours de la Haute Autorité de Santé en 2012 sur le médecin généraliste, mais c'est quand même compliqué puisque on voit bien dans une étude réalisée par le groupe Insuffisance cardiaque de la Société française de cardiologie que vous voyez tous ces traits là, c'est des parcours de soins qui sont très hétérogènes d'un patient à l'autre et que dans la majeure partie des cas, dans cette étude, on voit que les patients finalement, ils arrivent par eux-mêmes ou par les urgences ou par le SAMU, les pompiers, en décompensation cardiaque. Donc il y a une rupture du parcours de soins dans le sens où l'idéal, ce serait qu'ils arrivent directement dans les services d'hospitalisation, bien sûr, ou s'ils doivent être hospitalisés pour décompensation cardiaque, de façon à éviter ces passages aux urgences. Mais on pourrait faire mieux finalement. Vous voyez un petit peu, on connaît ces points bloquants qu'on essaye de lever. C'est bien sûr le retard de diagnostic de l'insuffisance cardiaque. Il n'y a pas d'entrée dans une filière de soins spécialisée. Peu de patients connaissent leur filière de soins spécialisée et les services qui pourraient les prendre en charge dans le cadre de la décompensation cardiaque. Ils ont bien sûr leur cardiologue de ville, mais en cas de problème urgent, ils vont vers le service le plus proche. À peu près, vous avez vu quand même dans 60% des cas, ils arrivent directement par eux-mêmes.
Il n'y a pas de prise en charge donc très spécialisée également en hospitalisation. Il n'y a pas de coordination de ce parcours de soins. Et puis, ça aboutit à tout ça. Donc, un des outils qui est intéressant, c'est bien sûr la télésurveillance qui peut être proposée soit par le cardiologue de ville, soit par le cardiologue hospitalier, et notamment aux patients qui rentrent pour des compensations cardiaques et qui sont rentrés pour des compensations cardiaques, puisqu'ils sont à risque de refaire une décompensation cardiaque. Alors, c'est intégré dans le parcours de l'assurance maladie qui est assez complexe, mais on voit là, dans ce qui est proposé maintenant dans le nouveau parcours de l'assurance maladie en 2019, vous voyez, il y a bien la télésurveillance qui fait partie des choses recommandées par l'assurance maladie. Alors, la télésurveillance, ça consiste en quoi dans l'assurance cardiaque? On a vu, c'est le poids en fait qu'il faut mesurer, et on sait donc qu'il faut mesurer un poids, si possible, plusieurs fois par semaine, voire chez des patients sévères tous les jours. Et ce poids, il faut qu'il arrive à des professionnels de santé, soit des infirmiers spécialisés, soit des cardiologues, pour pouvoir surveiller le poids et vérifier qu'il ne se passe pas, bien sûr, qu'il y ait une ascension de poids, de façon à pouvoir agir directement au domicile du patient en majorant les traitements. Et comme ça, on peut arriver avant cette prise de poids de 5 à 10 kg et éviter l'hospitalisation. Alors, à côté du poids, on peut mesurer d'autres paramètres. Je vais pas revenir parce qu'il y a à peu près une trentaine de prestataires qui peuvent proposer des choses, mais il y a aussi des symptômes. Là, c'est un exemple de prestataire où vous avez là des symptômes et puis on peut suivre le patient. Donc, vous voyez ce que ça peut donner sur un poids. Là, on voit que le patient est stable et à un moment, il va décrocher. Et là, il va décrocher et ces symptômes deviennent plus graves et on va pouvoir agir pour éviter l'hospitalisation. Donc là, l'intérêt de la télésurveillance, vous comprenez bien dans l'assurance cardiaque, c'est d'assurer une connexion directement chez le patient à son domicile par une équipe spécialisée, soit des infirmiers, soit des cardiologues, pour pouvoir intervenir au domicile du patient, envoyer les ordonnances au domicile du patient afin de prévenir cette hospitalisation. Donc ça s'attache à des patients qui sont évidemment avec une assurance cardiaque qui est à risque de déstabilisation. On n'a pas la possibilité de mettre la télésurveillance sur les 1,5 million de patients insuffisants cardiaques, ce n'est pas possible. On peut pas, on n'a pas les moyens humains ni les moyens bien sûr financiers de le faire. Mais notre enjeu avec les autorités de santé, et voilà, je salue Yann Maël Le Douarin, qui est également médecin et qui fait partie de la DGOS, qui est là pour bien sûr discuter avec nous. L'intérêt est de pouvoir cibler les patients à risque et de pouvoir après, grâce à cette télésurveillance, éviter les hospitalisations. Mais alors la gestion d'une alerte, ça prend du temps. C'est-à-dire que gérer une alerte quand le patient fait une alerte, ça prend à peu près 3,9 heures, c'est-à-dire à un professionnel. Si on veut que l'alerte soit gérée, parce qu'elle va être gérée sur plusieurs jours, envoyer les modifications de traitement, les prises de sang, les récupérer, remodifier le traitement. Donc ça prend un certain temps. Alors, il y a des études qui ont démontré que ça marche et des études qui ont montré qui ont échoué, mais celles qui ont montré donc un bénéfice pour diminuer les hospitalisations, c'est une étude là, allemande qui s'appelle Team 2HF, où on a inclus des patients qui étaient donc essoufflés, qui avaient été hospitalisés pour des compensations cardiaques dans l'année. Ont été exclus de cette étude les patients qui étaient déprimés parce qu'évidemment, quand on est très déprimé, on va être un peu apathique et on ne va pas pouvoir faire les choses. Les patients dialysés, sous assistance, ou les patients qui avaient une procédure en attente où on allait pouvoir peut-être améliorer le degré d'insuffisance cardiaque. Et dans cette étude, on a pu voir une réduction des événements grâce à la télésurveillance, avec une réduction de 30% de la mortalité de toute cause. Alors on voit dans cette étude, je ne vais pas tout vous faire, j'ai bientôt fini, mais qu'il faut faire des choses en fait quand on a une télésurveillance, il faut agir. Et dans cette étude, tout est détaillé sur le nombre d'interventions qui ont été réalisées dans cette cohorte de patients. Et vous voyez tous les chiffres qui sont là, affichés, mesurés clairement. Il faut surveiller ces patients avec des interviews. Vous voyez, il y en a à peu près 12 par patient, des contacts sur les paramètres vitaux, des modifications de traitement qui sont importants. Il y en a au moins 3 en médiane, donc c'est la moyenne globalement pour vous expliquer par patient. Vous voyez, on sait exactement le nombre de fois où c'est le médecin qui a appelé, l'infirmière qui a appelé, etc. Et là, grâce à ça, grâce à cette surveillance à la maison, et le but est de maintenir les patients à la maison pour ne pas qu'ils soient hospitalisés et qu'ils s'aggravent bien sûr dans la suite de cette hospitalisation, et c'est de prévenir les hospitalisations. Voilà. Donc, on voit bien donc, que la télésurveillance a un intérêt, c'est démontré scientifiquement, à condition qu'on gère les alertes. Ces alertes soient gérées, bien sûr, au quotidien, de façon à pouvoir intervenir immédiatement. Puis après, s'il y a besoin de faire une intervention,
bien sûr, adresser le patient à une filière de soins spécialisée pour éviter le passage aux urgences. Et là, on pourra améliorer donc le devenir des patients, diminuer les hospitalisations et améliorer bien sûr la morbidité et mortalité. Voilà. J'espère avoir été pas trop long. Écoutez, pour moi, je pense que c'est bon. Avant de demander à Yann Maël Le Douarin, qui est le représentant du ministère de la Santé, ce qu'il a à nous dire au sujet de la télésurveillance. C'est vrai que télésurveillance, ça a un côté un peu œil de Moscou. On a l'impression qu'on va se retrouver épié et qu'on ne va plus rien pouvoir faire. En fait, on s'aperçoit que ce qui compte beaucoup, c'est le poids, la surveillance du poids. Et donc, les gens qui sont un peu stabilisés et qui n'entrent pas dans le cadre de ce programme de suivi et de télésurveillance peuvent très bien se surveiller eux-mêmes et commencer à avoir une première surveillance qui est la surveillance de leur poids, quoi. Je vous laisse quoi? Là, c'est la question, je me posais la question, c'était pour Thibaut ou pour moi. Oui, on pourrait très bien prendre son poids. Pardon, je vais me reprendre. Effectivement, quand on tape télésurveillance dans Google, la première chose qui tombe, c'est les caméras ou c'est les bracelets connectés là, en cas de chute ou ce genre de choses. Donc, c'est des choses un peu intrusives. On en a beaucoup discuté. Alors, le problème, c'est que c'est dans la loi, il faudrait changer la loi. Alors, vous allez me dire pourquoi vous ne le faites pas. C'est un peu plus compliqué que ça, mais on le fera un jour, je pense. On supprimera ce terme de télésurveillance parce que ça ne correspond pas à la réalité. À la réalité, Il y a un c'est côté ce que stasique un disait. peu. Il y a un côté intrusif, alors qu'en fait, c'est vraiment l'inverse. C'est vraiment ce que disait Thibaut. C'est une aide au patient pour se rapprocher de son médecin et savoir que s'il y a un souci, son médecin va pouvoir être au courant et l'accompagner au plus vite avant que les choses s'aggravent vraiment. Je ne sais pas, Thibaut, si tu es d'accord avec cette Oui, version. oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que vous voyez, moi je suis médecin hospitalier, mais dans l'objectif, on a une unité spécialisée qui gère à peu près 200 patients en file active. L'objectif, c'est vraiment d'éviter que les patients se retrouvent hospitalisés. Et donc, c'est effectivement, il faut transférer des compétences au domicile du patient. Et le meilleur moyen maintenant qu'on a, c'est les téléphones. Mais il faut que l'information de la décompensation cardiaque arrive aux équipes ou aux médecins de façon à pouvoir agir. Et donc, c'est effectivement au détriment peut-être de ce terme, mais en fait, je pense que tout patient a envie de passer plutôt son temps à la maison que de se retrouver à l'hôpital. Et après, il ne faut vraiment pas le vivre comme une surveillance. C'est vraiment, voilà, c'est un bout de son équipe soignante qu'on prend avec soi à la maison. Et par contre, il faut vraiment jouer le jeu. C'est-à-dire, c'est pas du flicage, la télésurveillance. C'est vraiment là pour nous aider. Donc, on n'est pas là pour regarder, vous avez pris du poids, vous avez mangé quoi, est-ce que vous avez mangé trop de M&M's ou quoi que ce soit. C'est vraiment là pour vous aider, pour aider les patients. C'est pas du flicage, c'est vraiment du soin à la maison, au plus proche. Je me souviens d'un patient, alors c'est plus parce qu'il y a d'autres types de télésurveillance, notamment en néphrologie. Et ce patient disait bien que ça l'aidait à se sentir moins seul au domicile. Entre deux visites, il avait l'impression d'être complètement abandonné, à tort ou à raison, c'est pas la question, mais en tout cas, il avait l'impression d'être seul à la maison. Et là, le fait d'avoir ça, alors c'est aussi du poids, notamment dans l'insuffisance rénale et d'autres paramètres qu'on surveille à la maison, mais il avait vraiment l'impression d'être moins seul entre deux visites et d'être rassuré. Et c'est vraiment plus comme ça. On devrait plus appeler ça de la téléréassurance que de la télésurveillance. Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que les patients sont vraiment rassurés et ont la compétence vraiment chez eux, en fait, voilà, et à disposition. Donc, bien sûr, on leur donne cet outil, mais on leur donne aussi un numéro de téléphone où ils peuvent avoir quelqu'un qui répond à leurs questions concernant leur insuffisance cardiaque. Donc, c'est vraiment ceinture et bretelles et les patients en sont extrêmement La contents. personne qui répond à leurs questions, est-ce que c'est une personne qui va répondre à toutes les questions ou aux questions qui sont propres à la télésurveillance et uniquement sur la partie télésurveillance? Ou est-ce que si une personne s'interroge sur ses médicaments, son traitement, est-ce qu'on va lui répondre de la même façon? Alors, ça dépend beaucoup des systèmes d'organisation qui sont reliés à la télésurveillance. C'est-à-dire qu'évidemment, on a plusieurs systèmes, plusieurs lourdeurs de systèmes, on va dire, ou
masse critique de soignants autour du standard, on va dire, pour répondre à ces questions. Donc, quand c'est le cardiologue, évidemment, qui peut répondre, mais il ne va pas être forcément disponible, parce que les cardiologues sont très occupés libéral. Et si c'est une infirmière de pratique avancée qui est associée au cardiologue, bien sûr, elle peut répondre aux questions puisqu'elle a été formée. Et si c'est une infirmière donc, spécialisée en insuffisance cardiaque, comme l'on a à Mondor, bien sûr qu'elle va répondre aux patients et prendre le temps pour informer le patient et répondre à ces questions. Après, c'est des infirmières, effectivement, qui ne peuvent pas tout faire. Ce n'est pas le but de remplacer le médecin traitant. Donc, elles ont un paramètre d'action qui va être lié à l'insuffisance cardiaque. Mais elles sont spécialisées généralement dans l'insuffisance cardiaque. Donc, elles ont D'accord, mais là, on part très du haut niveau de principe que le compétence. médecin traitant est disponible en permanence pour répondre aux questions. Or, on sait très bien que ce n'est pas le cas. Les médecins traitants, en général, comme les cardiologues, comme n'importe quel médecin, sont des gens qui sont surchargés, qui n'ont que le temps de la consultation, qui ont 10 minutes, un quart d'heure à consacrer à leurs patients, et donc ils n'ont pas le temps de répondre à ces questions. C'est pas vrai. Donc, il n'y a pas cette notion de Alors, alors moi, je peux de parler partenariat qui pourrait exister. Alors, moi, je peux parler pour les infirmières spécialisées en insuffisance cardiaque, qu'on appelle ISPIC, qu'elles soient infirmières pratiques avancées au protocole de coopération. Elles sont montées en compétences et elles ont toute une formation sur l'insuffisance cardiaque, mais elles ne peuvent pas se substituer aux médecins traitants. C'est absolument pas l'objectif. L'objectif, c'est de donner des compétences très élargies à des infirmières dans le cadre d'une formation, dans le cadre d'une pathologie, qu'elles vont pouvoir vraiment gérer. Mais après, elles n'ont pas une formation de médecin. Voilà, c'est pas possible. Donc, elles ne peuvent pas répondre à toutes les questions pour les patients, si c'est une infection, si c'est un problème de diabète, si c'est un problème, voilà. Non, elles vont avoir une formation, bien sûr, dédiée à la pathologie pour laquelle le patient va rentrer en télésurveillance. Et donc, il faut effectivement, s'il y a des questions en dehors de l'insuffisance cardiaque, il faut bien sûr, c'est le médecin traitant qui est en première ligne. Et ça, Oui, les malheureusement, questions on ne ne sont peut pas pas changer le forcément en dehors de système de l'insuffisance santé. cardiaque. Les questions sont liées à l'insuffisance cardiaque, mais les gens ont toujours des questions. Ils ont des tas de questions. Ils ont du mal à avoir des réponses. Et puis la réponse, même si on leur donne une fois, ça ne va pas leur suffire. Bien sûr, bien sûr. Il va falloir la Il répéter y a dans plusieurs la fois pour que ça finisse télésurveillance par un rentrer. accompagnement thérapeutique qui est essentiel. De toute façon, nos infirmiers ont des temps d'échange avec les patients qui sont importants, ça c'est clair. Je pense que c'est important justement. Ces infirmières, en fait, elles font quelque chose qui n'existe pas, en fait, effectivement, et elles vont coordonner le parcours de soins finalement du patient également. Et l'intérêt aussi de la télésurveillance, je pense que c'est alors, ça dépend des situations et des indications, mais c'est aussi d'apprendre à mieux se connaître en tant que patient. Parce qu'en fait, le fait de monter sur la balance tous les jours ou de prendre ses glycémies, si c'est la télésurveillance du diabète, et de pouvoir voir à quel moment mon poids commence à varier, les paramètres commencent à varier et les impacts que ça a derrière, parce que du coup, je vais avoir le lien avec mon équipe, mon infirmière, mon médecin, mon cardiologue au bon moment. Ça va me permettre de mieux comprendre ma pathologie et de mieux me connaître et de mieux savoir comment je réagis. C'est aussi un apprentissage de sa maladie, la télésurveillance. C'est un apprentissage des deux côtés, en fait. D'accord. Donc on est d'accord que c'est important de connaître sa maladie, de connaître les tenants, les aboutissants, les médicaments, savoir pourquoi on les prend et à quoi ils correspondent et quels sont les effets secondaires qu'il peut y avoir sur les médicaments. Mais la télésurveillance s'adresse à des gens qui sont hospitalisés ou qui sortent d'hospitalisation. Donc, ce sont des gens qui ont été sélectionnés parce qu'ils sont dans un état qui a été plus ou moins critique. Est-ce qu'à terme, on peut estimer que les gens vont pouvoir rentrer en télésurveillance, même sans avoir été hospitalisés, même sans passer par la case hôpital, quoi? Alors, je laisse Yann-Maël répondre. Non, alors, c'est une question compliquée. Je vais essayer de répondre simplement. On l'espère. Comme le disait Thibaut tout à l'heure, pour télésurveiller, il faut du temps derrière. Il y a des hommes et il y a des femmes derrière, ou il y a des femmes et il y a des hommes plutôt, qui sont derrière et qui doivent gérer les choses. Donc ça, c'est le premier facteur un peu limitant qui fait que, voilà, aujourd'hui, la télésurveillance telle qu'elle est,
nécessite pas mal de ressources et donc on ne peut pas télésurveiller tout le monde. Peut-être que demain, la réorganisation que va permettre la télésurveillance dans le système va libérer du temps qui permettra de télésurveiller de plus en plus de monde et peut-être que les outils de télésurveillance vont aussi se perfectionner au fur et à mesure, ce qui fait qu'on va être en capacité de décharger au maximum les professionnels, médecins et infirmières, pour qu'ils puissent prendre en charge d'autres patients. Donc ça, c'est une première partie de la réponse. Et la deuxième que je n'ai pas, c'est est-ce qu'on peut aller jusqu'à la prévention, par exemple? Et ça, aujourd'hui, il faudra voir ce qui arrivera comme télésurveillance, comme outil de télésurveillance. C'est très difficile de vous dire, est-ce que demain, on aura des outils qui arriveront, parce qu'il faut que ça soit évalué par la Haute Autorité de Santé, qui est l'autorité qui évalue tous les nouveaux médicaments, dispositifs, pour nous dire si s'il y a un intérêt, si ça a un bénéfice pour les patients ou pas. Mais si demain, dans 2 ans ou dans 3 ans, on a un outil qui nous permet de surveiller bien en amont et beaucoup plus large et qu'on voit que ça a un gros intérêt pour les patients, pour les soignants et pour le système, bien sûr qu'on ira. Aujourd'hui, cet outil n'existe pas, mais potentiellement demain, oui. Donc, la porte est ouverte, quoi. La possibilité existera C'est quand les exactement outils seront en place. l'objectif. Ouais. En D'accord. fait, là, on était sur un mode expérimental, donc c'était très limité. On avait 5 pathologies qui pouvaient être télésurveillées, donc c'était des expérimentations. Là, on a fait passer une loi il y a maintenant 1 an et demi. Le but, c'était de faire sortir des expérimentations pour généraliser sur ces pathologies-là et permettre à d'autres patients de bénéficier qui sont atteints d'autres maladies. Donc, c'était vraiment le but, c'était de donner un coup d'accélérateur et un coup d'envoi pour potentiellement de nouvelles pathologies demain ou D'accord. de nouvelles situations de prévention. Autre question, parce que tout à l'heure, on a parlé, le professeur Damier a parlé des infirmières de Mondor. Vous avez parlé de l'expérimentation. Donc, on entend parler du projet ETAP. On entend parler de l'article 51 qui est en place ailleurs. Est-ce que cette expérimentation, c'est la même pour tout le monde ou est-ce qu'il y a des cas d'espèce? Est-ce qu'il y a des choses qui sont particulières suivant les hôpitaux, suivant les praticiens, suivant les… Alors, je vais parler d'étapes, mais la réponse c'est un peu la même sur l'article 51 et je laisserai Thibaut qui justement mène un article 51 complété. Le but, en tout cas le nôtre, c'est de donner un cadre général et que les professionnels s'approprient ce cadre. On sait très bien que la télésurveillance à Mondor, la télésurveillance à Marseille ou à Bordeaux n'est pas exactement la même parce que l'équipe est un peu différente, parce que les patients sont un peu différents, parce que les liens l'organisation change un peu. Donc voilà. Donc nous, notre but, c'est de poser un cadre, mais que ce cadre soit suffisamment, on va dire, souple pour que les patients et les équipes puissent se l'approprier. Parce que si on est trop, on dirige tout, on dit c'est comme ça, pas autrement, vous pouvez être sûr que ça va rentrer dans aucune chaussure, quoi. Donc, le but, c'est d'essayer de trouver ce point d'équilibre entre… alors, ça, il faut absolument le mettre parce que c'est une garantie de sécurité et de qualité, mais il faut laisser suffisamment de marge de manœuvre pour les équipes. D'accord. Et donc, l'article 51 qui est, si j'ai bien compris, C'est à peu près le même système. Alors, peut-être Oui. que sur ces sites, c'est un peu plus cadré parce qu'il y a des protocoles qui sont bien décrits, mais… Ah oui, donc le projet ETAP, c'est un projet donc national hein, où tous les soignants pouvaient, alors là, dans le cadre de l'insurance cardiaque, les cardiologues principalement pouvaient participer et inclure des patients en télésurveillance suivant des critères définis de sévérité de patient. Voilà. Là, l'article 51, c'est effectivement autre chose. C'est un article 51 qui est fait sur l'assistance publique des hôpitaux de Paris, sur 8 sites hospitaliers, et qui implique des infirmiers formés à un protocole de coopération, c'est-à-dire qu'on forme des infirmiers. Il y en a 65 qui ont été formés en France, ça a dépassé la PHP. Et ce qu'on évalue, c'est le soin apporté à ces infirmiers aux patients en insuffisance cardiaque. Donc, elles font pas mal de choses, la coordination, l'optimisation des traitements et surtout, principalement, la télésurveillance. Et donc, on est en train d'évaluer cela. Donc, c'est plus large en fait qu'étape. Et ça évalue pas seulement la télésurveillance, mais également l'infirmier qui coordonne ce parcours de soins et l'optimisation des traitements. Donc, ça va au-delà d'étapes. Et c'est quelque chose qui est important, c'est que
Dans la prise en charge de l'insuffisance cardiaque, il faut associer en fait plusieurs choses. Donc, imaginez qu'un seul outil, seul, isolé, va pouvoir régler le problème. Non, il faut bien, comme l'a montré les teams de HF, qu'il faut des gens qui vont gérer en fait cette alerte et concevoir en fait un outil et dire on va mettre une balance ou un outil connecté ou un smartphone ou ce que vous voulez au domicile du patient et puis il va recueillir son poids et puis voilà, ça ne sert à rien puisqu'il faut effectivement pouvoir agir quand il va y avoir une déstabilisation du poids, une décompensation cardiaque et après, il faut non seulement agir, mais le but n'est pas de dire aux patients allez aux urgences de l'hôpital du coin, c'est d'aller dans la filière pour pouvoir éventuellement, si on ne peut pas gérer directement au domicile, la chose, l'hospitaliser dans la filière. Donc nous, sur notre expérience mondorienne, sur 100 alertes, donc sur un nombre de patients, 100 alertes, il y en a 95 qui pourraient être gérées au domicile. Donc on va éviter pour une grande part des hospitalisations, c'est-à-dire dès qu'on voit que le poids monte chez le patient, on va modifier ses traitements directement au domicile. Dans 5% des cas, on va être obligé de revoir le patient à l'hôpital parce que ça devient compliqué par son médecin. Et dans 2% des cas, on va être obligé de l'hospitaliser. Donc, ça limite vraiment les hospitalisations, sachant qu'on agit évidemment très vite en amont de l'aggravation de son insuffisance cardiaque. Alors, peut-être que toutes ces aggravations n'auraient pas conduit à une hospitalisation, ça c'est une évidence, mais on ne peut pas savoir puisqu'on a agi justement pour limiter, mais on voit très bien qu'on limite les hospitalisations. Et donc, l'article 51, il va être évalué, bien sûr, parce que je vois l'évaluation des politiques publiques paraît indispensable. Donc, effectivement, l'article 51 va être évalué. On va être en cours d'évaluation à la fin de l'année et on est déjà en pré-test d'évaluation par une société qui est indépendante. C'est assez complexe et assez technique. Quant au projet étape, je laisse Yann expliquer un petit peu où on en est. C'est compliqué aussi, tout cela. Ouais, c'est effectivement compliqué. Donc, on va étudier, on va analyser étapes. Alors, on a déjà commencé. Si ça peut rassurer, effectivement, il y a eu un rapport intermédiaire qui ne nous a pas donné encore les données chiffrées à terme, mais on a analysé à la fois par ce rapport intermédiaire, par cette analyse intermédiaire, et aussi au fil de l'eau, à force de discuter, d'avoir les remontées, d'échanger avec les patients, les professionnels, les industriels. Donc, on a beaucoup appris d'étapes et effectivement, il va y avoir un rapport final. Pour ça, il faut qu'on attende la fin des expérimentations pour pouvoir analyser les données de tous les patients dans les bases de l'assurance maladie qui ont pu bénéficier de télésurveillance sur les dernières années, parce qu'on a commencé mi-2018. Donc, on va avoir 4 ans et demi de données. Alors, c'est un peu compliqué parce que les données pendant la crise sanitaire ont un peu perturbé les choses, mais voilà. Donc, dès que étape est finie à partir du mois de juillet, on pourra commencer à extraire les données et à analyser les données pour les publier d'ici à la fin de l'année, j'espère. D'accord. Ces données enfin, qui sont certainement très parlantes pour les médecins ne le sont pas pour les patients, vous le savez. En règle générale, on passe. Quand on est prévenu déjà, c'est une bonne chose. Et puis souvent, on a des retours d'expérience qui font qu'on ne comprend rien, donc on laisse tomber et puis on ne s'occupe pas de. Alors, Alors, il y a une confiance qui s'est établie entre le patient et le médecin, et heureusement, tant mieux, et il faut que ça continue comme ça. si ça peut vous rassurer, le rapport doit être envoyé aux parlementaires. Les parlementaires, même si certains sont médecins, la majeure partie ne sont pas médecins, donc il va falloir qu'on fasse un travail de d'explication, vulgarisation. de vulgarisation dans le rapport pour que tout le monde puisse le comprendre. Un, les parlementaires à qui on doit l'envoyer, et deux, à la population, et il sera sur le site, en accès sur le site du ministère. Et donc, Et donc, il je ne sera vous pas à laisse, je vous destination laisse des médecins. responsable de vos propos sur les parlementaires. Ah non, non, je ne dis pas que vous disiez simplement que les non-médecins, voilà, je disais Ouais. que 95% ou 90% il y a pas mal de médecins chez les parlementaires, mais tous ne sont pas médecins, donc il faut qu'on puisse parler à tout le monde. D'accord. Donc, on peut estimer que, parce que quand même, à Mondor, ils se sont battus pour ces articles 51, ça a été un peu compliqué à mettre en place. Donc, il est un peu plus performant, enfin, il va un peu plus loin que le projet étape, qui, semble-t-il, ne leur convenait pas, où il y avait plus de place, où il y avait, je sais pas, pourquoi ne pas ne pas s'être inséré dans le projet étape tout simplement, et pourquoi avoir pris une autre direction?
Alors, en fait, c'est l'article 51 reprend le projet étape sur juste la partie télésurveillance, mais il va plus loin en fait sur l'implication des infirmiers. Et donc, il a comme base également le projet étape. D'accord. Donc, enfin, en lisant entre les lignes, on pourrait dire que cet article 51 tient plus compte des besoins du patient et des deniers de l'État, puisque on évite ainsi des hospitalisations, on évite le déplacement, par exemple, du SAMU ou du médecin, qui représente un coût. Même si ça n'a pas été dit, il faut rappeler que les coûts sont pas. Rien n'est gratuit dans tout ça et que ce sont les gens qui payent malgré tout euh, par par leur contribution directe ou indirecte. Peut-être pas directement dans la poche du médecin, mais il y a une participation financière quand même importante, même si elle prend des chemins contournés, même si on a l'impression que c'est gratuit, en fait, rien n'est gratuit. Donc, on a intérêt à diminuer le coût de tout ça. Et est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'écouter un peu plus les patients, leurs besoins, et pas uniquement pas ceux qui sont malades, mais ceux qui sont, je dirais, stabilisés? Alors, la question s'adresse à qui? Je peux vous répondre, moi, j'ai Les deux, pas de n'importe. souci. Euh, c'est une des raisons en fait de l'entrée dans le droit commun. Effectivement, je suis d'accord avec Madame Muller, il faut évaluer les politiques publiques. Là, on a pris une décision parce qu'on avait écouté les patients, parce qu'on a écouté les professionnels de santé. On a pris la décision de faire rentrer, d'arrêter les expérimentations et de généraliser avant même d'avoir l'analyse finale qui était prévue dans l'étape. On avait suffisamment d'arguments, on en a parlé avec Thibault en début d'après-midi, par ailleurs, pour que la Haute Autorité de Santé dise on y va, on n'est pas allé sur un coup de tête. Mais en tout cas, on a pris la décision sans attendre d'avoir le rapport final d'y aller parce qu'on a écouté les gens. Et c'est aussi parce qu'on écoute et qu'on sait que, par exemple, notamment en oncologie, il y a d'énormes besoins d'accompagnement via la télésurveillance. Notamment, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire sur le suivi des effets secondaires des traitements des chimiothérapies à domicile qui est assez important. Et on sait que la télésurveillance peut améliorer grandement la qualité de vie des patients à domicile. Et c'est aussi pour ça qu'on a accéléré le tempo. Et qu'on a décidé d'y aller. On prend un risque parce que tout n'est pas encore complètement analysé, parce que ça nous demande d'aller plus vite et de changer nos méthodes. Mais c'est parce qu'on a écouté qu'on a décidé d'accélérer. Aujourd'hui, il n'y a que 3 pays dans le monde qui prennent en charge globalement la télésurveillance, qui financent avec de l'argent public. Et encore, quand je dis 3, il y a les Allemands, mais eux, ils ne remboursent en fonction du modèle. Il y a un modèle où ils remboursent que l'industriel et il y a un modèle où ils remboursent que le professionnel de santé. Donc, c'est un peu différent. Et encore, ils sont beaucoup plus limités sur les indications potentielles à terme. Et il y a les Américains. Les Américains, c'est soit on a la chance d'avoir une mutuelle. Et donc là, c'est la mutuelle qui paye, ce qui n'est pas le cas de tous les Américains. Soit il y a un petit programme qui s'appelle Medicare qui permet à la majeure partie des gens qui ne peuvent pas avoir de mutuelle d'avoir des prises en charge. Mais pour l'instant, ils n'ont pas trouvé encore la solution miracle. Ça a du mal à décoller aux États-Unis, la télésurveillance. Donc, voilà, si on accélère, c'est parce qu'on y croit et parce qu'on a envie de pouvoir répondre à ces demandes. Et le professeur Damy a quelque chose à dire là-dessus, à rajouter Non, non, mais c'est effectivement c'est l'innovation technologique qui n'est pas si compliquée que ça, mais qui peut rapporter gros et qui peut aider vraiment à améliorer la qualité de vie des patients et réaliser des économies de santé dans l'insuffisance cardiaque, quoi. Enfin, dans cette pathologie. Je ne peux pas parler pour les autres pathologies parce que je n'ai pas une vision évidemment globale sur les autres pathologies. Mais il est clair dans l'insuffisance cardiaque, c'est démontré, scientifiquement démontré, qu'on diminue les réhospitalisations. Et ça peut vraiment changer la donne. Voilà. Et nous, on le voit au quotidien avec nos patients, mais c'est extrêmement satisfaisant, à la fois pour les patients d'ailleurs, et pour les infirmières et les professionnels, de voir à quel point on agit en fait au domicile du patient directement et on améliore son devenir. Et quand et, malheureusement on est obligé d'arrêter la télésurveillance parce qu'en fait c'est un temps déterminé, on ne peut pas le renouveler ad vitam aeternam. On a malheureusement des patients qui ont du mal à poursuivre seuls en fait, hein, et qui perdent en fait leur interlocuteur. Donc c'est compliqué parce que
Cette période de télésurveillance doit permettre d'éduquer le patient pour qu'à un moment, le patient puisse naviguer par lui-même, acquérir cette autonomie. Donc, on voit bien l'intérêt de l'accompagnement, hein, de l'information à lui donner pour qu'il s'autonomise. Mais après, il faut qu'il puisse avoir un interlocuteur. Voilà. Donc, on est vraiment dans quelque chose d'assez incroyable et on a de la chance de vivre en France quand même, comme le disait Yann-Maël Le Dauphin, c'est que tout le monde n'a pas encore la télésurveillance. On voit que ça va s'imposer, on essaie de définir les modèles et il faut trouver de quoi aussi les financer. Après, là, on voit bien qu'on va arriver dans l'insurance cardiaque à faire des économies de santé sur ces réhospitalisations, mais il faut effectivement voilà, le financer. C'est ce qui pose peut-être le plus de questions actuellement. C'est comment financer encore quelque chose de plus, mais à terme pour faire des économies et améliorer la qualité de vie des patients. Oui, c'est que ça demande un investissement au départ, mais pour avoir, parce qu'on voit bien l'aspect économique de la chose, l'intérêt économique qui est présent aujourd'hui dans l'étape, mais également l'intérêt du patient, puisque en tout cas, tant qu'il est sous télésurveillance, si on enlève cet aspect Stasi, le patient se sent soutenu et épaulé par une équipe médicale qui ne le perd pas les yeux, quoi. Peut-être Et appeler vers ça qui de il peut se tourner quand il a téléaccompagnement. besoin. Après, les deux sont liés, on ne va pas se mentir, hein. À partir du moment où la télésurveillance marche, le patient n'est pas hospitalisé, donc il est content, il y vit mieux, sa pathologie se dégrade moins, et effectivement, on ne va pas se mentir, ça fait faire des économies à l'assurance maladie. Les deux sont complètement liés, en fait. Il n'y a pas d'un côté, je fais des économies, de la télésurveillance, c'est pour les économies ou c'est pour le patient. C'est d'abord pour le patient et ça permet de faire des économies derrière. Donc, normalement, tout le monde est gagnant à la fin. Oui, normalement, ça doit contenter tout le monde. Tout le monde doit être content. Même C'est un si ça ne sujet. résout pas tous les problèmes, c'est une avancée qui est considérable et qui est pas négligeable dans le parcours de soins du patient. Qui est par contre Maintenant, compliqué à appréhender pour tout le monde. Parce que comme c'est nouveau, tout le monde, on découvre tous ensemble, en fait. C'est Ouais. aussi ça qui fait la beauté du truc, entre guillemets. C'est que les professionnels, les patients, nous au ministère, la Haute Autorité de Santé, tout le monde, là, on découvre tous les choses en même temps. Et c'est là ce qui est bien, c'est que pour une fois, alors c'est pas, voilà, ça prend du temps de discuter, de mettre les choses en place, mais en tout cas, on avance ensemble et on a un même objectif. Donc, c'est ça qui est intéressant. Ce qui est complexe, hein, c'est aussi, bien sûr, comme l'a dit Yann Maël, c'est l'hétérogénéité en fait, de la prise en charge sur le territoire. Ça, c'est clair. Trouver un système qui puisse aller à un patient qui vit dans un désert médical et qui peut être relié à une équipe ou un cardiologue qui est à 200 km, hein, c'est compliqué, mais c'est faisable et ce système permet de le faire. Et puis, il y a aussi une grande diversité de patients, c'est-à-dire qu'il y a des patients qui sont des geeks et qui savent utiliser un smartphone et qui vont pouvoir eux-mêmes même leur poids. Et malheureusement, dans la population des patients âgés, on a plus souvent une fracture numérique et des patients âgés qui ne sont pas capables d'utiliser une application numérique. Et on a fait une étude avec la Société française de cardiologie. On a regardé le nombre de patients en cardiaque qui étaient capables d'utiliser une application. Ça a été publié hein, dans un journal international avec revue. Et en fait, on voit très bien que moins de 25% des patients de plus de 75 ans sont capables d'utiliser un smartphone. Donc, on voit qu'on a une limitation en fait de l'aspect technique. Alors, ça va sûrement, bien sûr, avec l'évolution de la population et puis les plus jeunes actuellement vont évoluer, ils vont vieillir, mais ils sauront utiliser un smartphone. Oui, les plus vieux vont mourir. Et malheureusement, Oui. c'est la vie est comme ça. Oui. On est effectivement, voilà, Oui, ils mais seront remplacés par des gens qui seront plus compétents, enfin plus compétents, entre guillemets, non, mais qui auront plus l'habitude capables évidemment de de… ces outils. Hein, On apprend tous à la technologie au fur et à mesure. Ouais, la ça prend un technologie peu va de temps. également évoluer, mais là, on est aussi sur des discussions de fourniture d'outils connectés pour pour éviter la fracture numérique, qui est un enjeu majeur. Parce que si on a un système qui ne peut convenir qu'à 10 ou 20% des patients en cardiaque, ou bien il faut trouver un autre système pour recueillir le poids. Donc, c'est plus du téléaccompagnement ou télésuivi ou télésurveillance. On est obligé d'appeler les patients tous les jours pour savoir quel est leur poids, par exemple. Ce serait dommage. Après, en fonction des Hein. pathologies, on verra ce que ça donnera aussi au fur et à mesure, mais ce qu'on voit déjà dans certaines pathologies, je pense notamment au diabète, c'est qu'en fait, le fait de télésurveiller certains patients
permet de dégager du temps aux équipes pour prendre en charge d'autres patients qui ne sont pas adeptes de la technologie ou qui ne peuvent pas en présentiel. En fait, ça permet de rééquilibrer aussi dans certaines pathologies les Ça investissements libère avec. du temps pour faire plus pour les Voilà, autres. donc c'est pas il y en a qui gagnent et il y en a qui perdent parce qu'ils ont accès ou pas. En fait, ça peut être du gagnant pour tout le monde, en fait, en fonction mais ça va demander du temps de réorganisation parce que c'est une nouvelle pratique, comme le dit Thibaut, il faut que tout le monde s'habitue. Mais potentiellement, ça peut permettre à tout le monde en fait, de gagner, même ceux qui ne bénéficient pas directement de la télésurveillance. Mais par exemple, on voit qu'aujourd'hui, on donne une balance et puis une connexion à chacun pour entrer dans le programme de télésurveillance. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'une partie des gens à qui on donne cette connexion peuvent la faire directement de leur smartphone parce qu'ils sont suffisamment autonomes pour ça? Et à ce moment-là, on pourrait prendre plus de gens en télésurveillance qu'on ne prend actuellement parce que on aurait moins de problèmes techniques. Économiquement, on aurait Bien sûr. moins d'argent à sortir puisque les gens pourraient le faire eux-mêmes. C'est toute la question des prochains mois, années, c'est comment les choses vont évoluer, comment on va pouvoir adapter. Mais après, ça dépend, là encore, comme le disait Thibaut, je pense qu'en fonction des centres et du type de patients qu'on a, on n'a pas forcément les mêmes besoins de fourniture, les choses peuvent aussi changer d'un centre à l'autre. C'est vraiment d'un centre à l'autre. Nous, on voit à Créteil, on a quand même des patients qui ont des problèmes financiers pour s'acheter un smartphone, en fait, hein. Mais quand on a un insuffisance cardiaque et qu'on n'a pas les moyens, rien que l'achat d'un smartphone peut être compliqué. Donc, Oui, non, mais pour ceux qui peuvent, hein, je parle oui, de oui, ceux non, qui non, mais en peuvent. fait, Oui, Après, c'est il y très a, il y a hétérogène. toujours Donc, une partie il de y la aura, population qui à sera terme, exclue probablement qu'on aura de moins en moins besoin d'accompagner là-dessus. donc les choses doivent être, en fait, on voit qu'il faut faire plusieurs systèmes, plusieurs modalités de façon à chaque fois pour pouvoir s'adapter au territoire, au type de soignants et au type de patients, et chacun ses caractéristiques. C'est là où c'est quand même compliqué, c'est de définir un bon modèle. Et quand je parle de patient, je parle aussi de son âge, de ses capacités à utiliser de l'appareil électronique, mais aussi de sa sévérité. Parce qu'on ne va pas mettre 1,5 million de patients en télésurveillance, ce serait une ineptie. Donc il faut vraiment sélectionner les patients qui sont à risque de décompenser ou qui ont décompensé puisqu'ils sont à risque de récidive. Et il faut les soignants arrivent à les sélectionner de façon à pouvoir les télésurveiller. Mais on voit bien que de toute façon, on est toujours pris par le temps, c'est-à-dire que le temps, c'est quand même de l'argent, et que si on pouvait télésurveiller tout le monde, il faudrait des cohortes de médecins, des cohortes de cardiologues, des cohortes d'infirmiers, et ce n'est pas possible. Donc, on a bien cette sélection. sans télésurveiller tout le monde, parce que effectivement, c'est pas possible, ça fait trop. Puis il y a 1,5 million, c'est les chiffres officiels. Donc il y en a certainement plus. Et puis l'assurance maladie le dit elle-même, hein, qu'ils ne connaissent pas tout le monde et puis qu'il y en a encore beaucoup. Et puis on a une augmentation de 25% sur les 4 prochaines années, tous les ans, quoi. Donc c'est énorme. Mais si on peut, en même temps qu'on télésurveille les plus fragiles, si on peut informer les autres de ce qu'on fait en télésurveillance et qu'ils peuvent se télésurveiller eux-mêmes, même sans communiquer ou en juste donner les chiffres quand ils voient leur médecin, que leur médecin pense à leur demander leurs chiffres, leur courbe de poids par exemple, ou suivant Bah, suivant ça les devrait. critères qui seront retenus, ça permettrait effectivement déjà d'avoir quand même une certaine, comment on pourrait appeler ça, les gens seraient un peu plus sereins par rapport à leur pathologie parce qu'ils sauraient comment faire attention et quels sont les signes d'alerte qui seraient indispensables à connaître pour eux. Bah, alors, ça rejoint une des questions que je vois dans le chat, hein, mais dans un monde idéal, les patients seraient informés de leur pathologie. On sait que, encore, on a fait une étude avec la Société française de cardiologie, il y a 35% des patients en insuffisance cardiaque qui ne savent pas qu'ils sont en insuffisance cardiaque en sortant d'une décompensation cardiaque. Donc, il y a un véritable trou d'information, manque d'information. Et c'est valable pour tout le reste. Donc, le problème, c'est qu'il faudrait pouvoir rendre une filière de soins visible pour que les patients, quand même, aient au moins une fois par an minimum accès à un service spécialisé qui pourra leur donner l'information.
vraiment spécifiques, les éduquer, les informer sur les signes d'alerte et éventuellement, effectivement, leur donner un carnet de suivi, et cetera, qui pourra aider le médecin traitant. Le problème, il est clair, hein, c'est que ce temps d'information, ça prend du temps. Voilà. Et que les soignants actuellement, au vu de la chute de la démographie médicale, c'est ce que tu précisais auparavant, Philippe, n'ont pas le temps malheureusement nécessaire pour tout expliquer. Parce que la durée moyenne d'une consultation de médecin généraliste, c'est 7 minutes. Donc si on ne trouve pas un moyen d'inciter les médecins généralistes ou les cardiologues à avoir du temps, maintenant le temps devient vraiment une limite majeure en fait. Et effectivement, les patients ont besoin qu'on leur explique les choses à plusieurs reprises parce qu'ils ne peuvent pas tout comprendre, d'avoir des documents, d'avoir éventuellement des applications numériques. Et ça prend voilà, du temps. Mais en plus, quand même, les patients n'ont pas envie d'être malades, il faut le dire, et donc ils ont envie d'avoir Non, un mais suivi ça, normal. aucun patient n'est content d'être malade, ça c'est Voilà. sûr. Mais pourquoi est-ce qu'on on doit toujours tout faire passer par le médecin et par le soignant en général? Si on prend les infirmières de pratique avancée qui ont des compétences, une infirmière, c'est pas Oui, quelqu'un de complètement bien sûr. imbécile. Est-ce qu'on peut pas lui donner un certain nombre de prérogatives pour qu'elle puisse elle-même suivre même en rendant compte à un médecin, même si Oui, après il y a un retour au cardiologue bien aussi. sûr. C'est ce qui est prévu, hein, les infirmières de pratique avancée. Alors, je vais peut-être laisser parler Non, non, non. bon, les IPA, les infirmières de pratique avancée ou les infirmières de protocole de coopération, donc on peut appeler ISPIC, infirmières spécialisées en insuffisance cardiaque, font justement et réalisent cela. Donc, c'est vraiment leur rôle, en fait. Et elles le font très, très bien. Le problème, c'est que on n'en a pas encore assez, c'est encore tout nouveau. On est dans quelque chose qui est nouveau. On est en train de vraiment de reconstruire les choses, d'avoir des nouveaux professionnels qui arrivent. Et les infirmières de pratique avancée, il y en a encore malheureusement très peu en ville parce que pour des problèmes de facturation, de coûts, etc., elles n'ont pas forcément de quoi vivre en fait en ville sur ce métier spécifique en fait. Donc il y en a quand même qui commencent à arriver, mais c'est insuffisant et elles vont trouver leur place, bien sûr. Voilà. Mais on en est encore un peu comme la télésurveillance, c'est une Au départ. phase initiale, mais ça va se déployer dans les 10 ans à venir. Mais former ces infirmiers, leur trouver leur place dans le système, ça prend du temps en fait et ça nécessite des ajustements organisationnels et des ajustements financiers pour rendre tout cela viable. Mais en fait, on ne peut pas changer un parcours, enfin, un système de soins aussi rapidement malgré toutes les bonnes volontés du monde. Alors là, je pense, je laisse Oui, Maël prendre la c'est parole, vrai mais il faut le temps que les. il faut le temps. Mais je revois la question du webinaire, hein, c'est de Benoît Lequeux, qui est cardiologue à Poitiers, qui dit à très juste titre quelle est la part que les patients experts peuvent prendre pour aider dans le parcours de soins. Et ça aussi, je crois que ça serait intéressant de pouvoir miser aussi sur des patients experts parce que on voit quand on fait des ateliers, il n'y a pas mieux en fait de se faire expliquer quelque chose par quelqu'un qui le vit et qui en a l'expérience. Donc, je vois qu'il y a pas mal de patients, 37 au moins Benoît, qui sont connectés. Mais je crois qu'il y a vraiment un rôle de patient expert. Alors, évidemment, je pense que c'est un rôle bénévole, parce que je ne crois pas qu'il y ait une facturation possible, parce que là encore, on parle de sous, mais Aujourd'hui, non. voilà. Mais il y a un rôle probablement des patients à jouer et de l'association. C'est ce que vous faites, hein, notamment ce soir, pour diffuser l'information et aider ces patients à mieux gérer leur traitement et leur insuffisance cardiaque. Et les choses vont évoluer, hein. Je pense qu'avec les formations aujourd'hui dans le droit commun de la télésurveillance, la HAS nous a dit qu'il fallait une formation minimale à suivre. Les choses pourront évoluer quand cette formation sera ouverte au fur et à mesure. Ce qui est sûr, c'est que j'ai pas la prétention et j'ai suffisamment d'humilité pour dire que je peux pas résoudre tous les problèmes du système de santé, toutes les questions du système de santé via la télésurveillance. Ça pose des questions sur tout, sur le financement, sur l'organisation, sur la place des patients experts. J'essaie modestement de me concentrer sur la télésurveillance. Ça soulève des questions, donc on arrive à les pousser, à les soulever pour qu'elles soient portées par la suite, mais j'essaie déjà modestement de me concentrer sur ce gros morceau qu'est la télésurveillance. Mais effectivement, ça serait intéressant. Donc on peut estimer aujourd'hui, parce on va laisser la parole un peu à ceux qui ont levé la main, puisque maintenant on lève la main, même si on est en visio, même si on est en numérique, ça fait on lève la main. Euh,
on peut estimer aujourd'hui qu'on est quand même à un tournant de la médecine et qu'on voit le système de soins un peu différemment. Au lieu d'être complètement descendant comme il était auparavant, il est un peu plus transversal. Et il y a beaucoup Tout de le choses monde dont peut on n'a pas prendre sa parlé. part Ouais. dans le système. Et ce serait dommage de ne pas arriver à mettre en place un système de la sorte tel que vous l'imaginez pour demain, parce que c'est un peu l'avenir du système de santé, du système de santé qui est en jeu, quoi. Il y a une révolution qui est en train de se passer. C'est pour ça que je disais que c'était super intéressant, c'est qu'on découvre les choses. On commence à voir apparaître ce qu'on appelle les applications d'orientation. Donc là, on est sur des patients moins graves, plus simples, sur lesquels où ils peuvent rentrer eux-mêmes et il y a des algorithmes qui traitent et qui leur donnent des conseils d'adaptation ou d'orientation. C'est-à-dire là, tout va bien, là, je vous conseille d'aller voir votre médecin dans les 2-3 jours, ou là, appelez le 15. Par exemple, on a ce genre de choses qui va arriver, qui permet de faire c'est pas de la télésurveillance, c'est de l'autosurveillance ou de l'orientation. Il y a des choses qui arrivent, par exemple les jumeaux numériques, où là, ça va révolutionner dans certains secteurs. On va pouvoir tester sur des jumeaux numériques les traitements et voir l'impact qu'ils vont avoir potentiellement sur le jumeau numérique du patient. Il y a des choses extraordinaires qui vont arriver. Vous dire exactement quand et quel impact ça va avoir, c'est très, très compliqué aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est qu'on va tous le vivre ensemble. Alors, les jumeaux Ça a posé numériques, je ne beaucoup suis de pas questions. sûr que tout le monde sache ce que c'est. Hein. Les jumeaux Alors, numériques. C'est un les ju- avatar? c'est l'équivalent du patient. Alors, il y a différents types, ça va de plus ou moins loin, mais c'est une reconstitution de soi en version numérique. Un des exemples les plus parlants du jumeau numérique, c'est on va passer un IRM qui va entièrement nous traduire en images et le chirurgien, avant de vous opérer, va tester en 3 dimensions sur vous, mais sur votre image, la reconstitution de votre corps, l'opération pour savoir si la meilleure voie d'abord pour opérer, c'est à tel endroit, ou s'il existe une adhérence qui fait qu'il va devoir passer derrière, ou ce genre de choses. Donc, il va, sur un jumeau numérique de vous, pouvoir tester des actes chirurgicaux. On a les mêmes types de jumeaux numériques où là, on va regarder comment votre corps réagit, on va le traduire en données et on va lui dire, là, je mets telle chimiothérapie et on va tester la réaction de votre corps, mais la réaction numérique de votre corps, pas de votre corps numérique plutôt, à ce nouveau traitement. Et on va pouvoir voir lequel est le meilleur. C'est une reconstitution de votre corps ou de vos réactions en version numérique. Alors, on en est au départ, hein, mais les choses progressent énormément. Non, ça demande effectivement que Et ça demande de se le projeter, c'est jumeau numérique compliqué. soit précis, parce que il ne Vous s'agit pas vous de… inquiétez pas qu'on fera attention à ne pas laisser… Oui, non, mais là-dessus, je vous fais confiance. Alors, on avait des mains qui s'étaient levées, il y a des mains qui se sont baissées depuis. Donc, je vais donner la parole à Élodie Huette, qui a demandé à poser une question. Donc, je lui ai permis aujourd'hui de poser sa question. Il faut juste qu'elle réactive son micro et qu'elle intervienne. On l'attend. Bon. Son micro, c'est beaucoup plus difficile. Ah, Oui, voilà, la voilà. c'est tout bon. Merci. Bah, j'avais pas forcément de question, ça a été une erreur de manipulation. Euh, en tout cas, je vous rejoins sur la majorité de tout ce qui a été dit. Et d'autant plus sur l'intérêt et l'implication des infirmières, parce que je suis moi-même infirmière en pratique avancée. Donc, on a vraiment effectivement un rôle primordial à jouer dans tout ça. Moi, si je peux vous donner très succinctement des petites paroles de patients que j'ai pu avoir à travers de la télésurveillance et qui m'ont marqué, il y en a 2. La première, c'est un patient auprès de qui je me suis présentée et j'ai présenté ma fonction et qui, au bout de 10 minutes, m'a dit « Mais attendez, vous êtes qui, vous, exactement ?» Alors, je me représente et là, le patient me dit « Vous ne vous rendez pas compte que c'est la première fois qu'on s'intéresse vraiment à moi et qu'on me prend en charge dans ma globalité ?» Parce qu'au-delà de la télésurveillance insuffisance cardiaque, on allait chercher aussi des problématiques de vie et des choses qui pouvaient être autres. Donc là, je me suis dit, en fait, c'est par l'intermédiaire de la télésurveillance et du temps qu'on accorde aux patients dans le cadre de la gestion d'une alerte, qu'on arrive à de belles choses. Et c'est un petit peu ce que disait Thibaut tout à l'heure, la gestion d'une alerte, ça prend du temps et ça, il faut le considérer si on veut le faire correctement. Et la deuxième, c'est l'éducation thérapeutique. Et ça me paraît effectivement primordial dans le cadre de la télésurveillance.
Alors, il ne faut pas prendre mal les propos que je vais donner parce que je sais que c'est un petit peu difficile en ce moment, mais il y a un patient qui m'a tout simplement dit: «Mais pourquoi les informations que vous me donnez, vous ne les donnez pas à mon médecin généraliste parce que ça m'éviterait des réhospitalisations». Donc, là encore, ça montre qu'il y a tout son sens et moi, quelque part, quand les patients me disent ça dans le cadre de la télésurveillance, et ben, ça me réjouit et ça me conforte dans l'idée qu'on a bien fait de les mettre dedans. Merci. Merci pour votre intervention. Vous prenez et vous laissez ce que vous voulez. Je pense que c'était intéressant parce que ça permet quand même de voir que les gens sont impliqués dans la gestion des pathologies. Là, on parle d'insuffisance cardiaque parce que notre propos, c'est l'insuffisance cardiaque. Et puis, on connaît que cette pathologie-là parce qu'on en est tous victimes ou on soigne cette maladie. Maintenant, c'est vrai que ça doit s'appliquer dans beaucoup d'autres maladies. On doit pouvoir le trouver partout. Mais il est important, je crois, il est indispensable aujourd'hui de prendre l'avis du patient et d'écouter le patient. Alors que ce soit à travers des patients experts ou que ce soit à travers d'autres solutions. En tout cas, il faut pas considérer le patient comme juste porteur d'un organe. Ce n'est pas un organe sur pattes, il y a une intégralité du patient à prendre en compte. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut regretter peut-être qu'il n'y ait pas d'aspect psychologique dans la prise en charge de toutes les maladies, mais c'est vrai que c'est important et que si tout le monde était un petit peu plus encadré psychologiquement, ce serait plus simple. Mais bon. On n'en est pas là, ce n'était pas le but de la soirée. En tout cas, merci de votre participation. S'il y a des questions à poser, vous pouvez les poser par le biais de mail ou de n'importe quoi. Et puis moi, je les retransmettrai ou j'y répondrai. En tout cas, je ferai un filtre. Je vous enverrai pas de mail intempestif. Voilà. En tout cas, merci à vous deux parce que c'était clair. Ça, je pense, ça a apporté beaucoup de choses et ça a apporté un éclaircissement un petit peu. Les gens savent un peu mieux à quoi s'en tenir aujourd'hui et vers quoi on se dirige ou vers quoi on espère se diriger.